Bonjour et bienvenue dans cette 5e édition de la rentrée digitale. Nous terminons cet événement et même cette deuxième journée avec Yanis Pouvic, qui est concepteur développeur web au département de la Manche. Il va nous parler de sa conférence L'accessibilité web, bientôt une obligation légale, déjà une obligation morale. Merci Juliette pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on va parler accessibilité numérique. Je vais essayer d'être le plus simple possible parce que c'est pas toujours évident à comprendre. Il y a c'est un sujet qui est très vaste, donc je vais essayer de le traiter le plus facilement pour tout le monde. Donc un petit sommaire pour commencer. On va parler donc déjà de définir ce que c'est que l'accessibilité numérique, parler de la législation, enfin des législations et des normes qui existent, les 4 principes de l'accessibilité. On dit souvent que l'accessible, c'est moche. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On va clore le débat. Comment intégrer l'accessibilité numérique dans un processus de conception? On verra les outils qui sont à disposition pour les concepteurs et les utilisateurs. Et ensuite, conclusion avec les différents avantages et inconvénients qu'apporte l'accessibilité numérique et bien sûr une phase de questions-réponses à la fin. Donc pour une présentation rapide, donc moi c'est Yanis Pouvic, je suis concepteur développeur web au département de la Manche et également formateur en développement web au FIM à Saint-Lô Campus 2. Et je suis sensible à l'accessibilité depuis mon enfance parce que ma grand-mère en fait est totalement aveugle, donc elle est non-voyante et j'ai toujours été fasciné de voir sa capacité à s'adapter, à se repérer dans l'espace sans assistance enfin voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc après, en travaillant dans les métiers du web, bah, j'ai continué à travailler un peu sur ce sujet-là. Donc définissons l'accessibilité numérique. Alors je ne parlerai pas d'accessibilité en général, mais d'accessibilité numérique, qui est une sous-catégorie de l'accessibilité. Donc si je vous prends la définition du gouvernement, euh, telle qu'elle est décrite. Donc l'accessibilité numérique consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de rendre tous les contenus accessibles à n'importe qui sans discrimination. Donc c'est un droit fondamental qui aujourd'hui est reconnu dans de nombreuses législations et c'est aussi, si on se pose côté économique, ben, un impératif puisque l'accessibilité permet aussi de toucher plus de clients. Je pense notamment au site e-commerce, mais je reviendrai sur l'exemple des sites e-commerce après. Euh, Quels sont les types de handicaps concernés? Ben, en fait, un peu tous les types de handicaps vont être concernés par, voilà, par l'accessibilité. Donc, vous avez visuel, auditif, moteur, cognitif, neurologique. Je vais vous citer des exemples de handicap pour que vous puissiez vous représenter et comprendre un petit peu. Donc, par exemple, le handicap visuel, vous avez le daltonisme, donc le fait de pas voir les bonnes couleurs, la cécité, qu'elle soit partielle ou totale. Les handicaps auditifs, comme l'hypoacousie ou la surdité, les handicaps moteurs comme la paraplégie et handicaps neuro comme l'épilepsie. Donc chaque handicap en fait va avoir des problématiques et au niveau numérique on peut y répondre. Alors pas à tous les handicaps bien sûr, mais en tout cas à de nombreux handicaps. Euh, les domaines qui sont impactés par l'accessibilité numérique, ça va être tout ce qui est site web, applications, qu'elles soient mobiles, desktop, native, ou tout ce qui est document aussi. On oublie souvent un document PDF et contenu multimédia, donc les images, les vidéos, le son, podcast, etc. Euh, donc l'accessibilité dans la vie quotidienne, le but c'est qu'elle est essentielle, notamment au niveau de l'accès aux services publics, l'éducation ou même le travail. Si on n'était pas sensible à l'accessibilité, si on ne la prenait pas en compte, bah, de nombreuses personnes
se retrouveraient exclus de la société tout simplement. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer tout le monde et dans les meilleures conditions possibles. Donc que ce soit au niveau numérique ou évidemment au niveau physique. On va ensuite traiter des législations et des normes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais dans les grandes lignes, en France, le 11 février 2005, il y a une première loi qui a été mise en place et qui impose l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. Donc, à la suite de ça, est arrivé le RG2A. Donc, le RG2A, c'est les normes françaises, donc le référentiel général d'amélioration et de l'accessibilité. Et donc ça, c'est vraiment les normes françaises. On verra après les normes internationales et les normes américaines. Je m'intéresse aux États-Unis parce que ce qui se fait au niveau numérique aux États-Unis finit généralement par arriver en Europe. Donc vous allez voir que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis sur l'accessibilité va arriver en Europe, et il est temps en fait de prendre le sujet au sérieux pour tout le monde et de s'y mettre, parce que certains vont pas être contents quand les factures vont arriver. Donc il y a un autre décret qui a été mis en place en juillet 2019 qui impose aux services publics du coup d'être accessible. Donc c'est déjà le cas pour nous, administration, donc là on est en collectivité territoriale. Donc nous on a une obligation d'accessibilité en fait pour nos utilisateurs depuis cette année, depuis le 1er janvier 2024. Alors il y a un site qui référence la RG2A, si on peut le mettre. Donc c'est accessibilité.numérique.gouv.fr. Donc sur ce site, vous allez trouver toutes les informations relatives à la RG2A et les différentes informations légales. Vous avez également, donc j'en parle maintenant, mais vous avez aussi également sur un deuxième onglet les critères qu'il faut respecter pour que son document numérique, son outil numérique, son support numérique plus exactement, soit accessible. Alors évidemment, tous les critères ne sont pas à cocher sur chaque document, ça dépend de ce que vous faites. Mais l'idée, en fait, c'est de se servir de ça comme une sorte de checklist pour répondre aux normes françaises de l'accessibilité numérique. Donc si je vous prends un exemple simple, premier, chaque image porteuse d'informations a-t-elle une alternative textuelle? C'est-à-dire que sur nos documents, sur nos sites web plus exactement, il faut que, en cas d'une personne qui n'accède pas à l'information via l'image, puisse accéder à l'information via du texte. Donc voilà, donc pour ça, après, il y a plein de choses qu'on met en place. L'idée, c'est que ce soit transparent pour un utilisateur en situation normale ou un utilisateur en situation de handicap. Donc l'objectif du RG2A, c'est de garantir l'accessibilité des services publics et bien plus, et de référencer les différents critères comme je viens de vous montrer sur le site du gouvernement. Je vous conseille de faire un tour parce que c'est intéressant de voir un petit peu tous les critères. Donc il y en a 106 en tout, hein. C'est intéressant de voir un petit peu tous les critères qui sont imposés, et surtout certains sont, on verra après, mais il y a vraiment des critères qui sont impératifs à mettre en place le plus rapidement possible et qui sont pas difficiles à mettre en place. Pour la législation, la norme internationale, celle dont laquelle la RG2A découle, c'est la WCAG. Donc c'est la Web Content Assembly Guideline. Donc en fait, c'est le même principe que ce que l'on vient de voir avec la RG2A. Ce sont des critères qui vont définir comment doit fonctionner un site, un document pour le rendre accessible. La RG2A s'est inspirée du WCAG pour créer ensuite son propre document, et donc en fait, la norme française est plus stricte que la norme internationale, puisqu'il y a plus d'éléments dans la norme française.
La WCAG se répartit en 3 niveaux. Vous avez le niveau A, qui est le niveau le plus faible, le double A, qui est celui minimum pour obtenir un critère dit accessible. Et ensuite, vous avez le niveau triple A. Alors, comment sont organisés en fait comment sont calculés ces niveaux-là? En fait, on va juste regarder si votre, enfin, je prends le cas de l'image encore une fois. Si l'image a une alternative textuelle, bon là, on va être dans un cas minimum double A, triple A, ça va dépendre de votre alternative. Si elle en a pas, vous serez donc pas bon. Et si votre alternative textuelle ne correspond pas à l'image, bah, vous êtes sur un critère A. Donc, c'est un exemple, c'est pas forcément le plus pertinent ici. On verra tout à l'heure des exemples avec les contrastes de couleurs qui sont beaucoup plus explicites. Et ensuite, vous avez l'ADA. Donc l'ADA, c'est Americans with Disabilities Act, où là, en fait, c'est l'équivalent de la RG2A, mais au niveau américain. Il faut savoir que l'ADA, donc je vous ai dit, ils ont de l'avance sur nous. L'ADA impose l'accessibilité à tous les services publics, mais également aux services privés. Donc tout ce qui va être e-commerce, etc. Voilà. Sinon, ce sont des sanctions judiciaires. Et j'ai quelques chiffres, c'est pas anodin. On verra tout à l'heure. Donc l'objectif à terme, c'est d'harmoniser en fait ces différentes normes, la WCAG, la RG2A et ADA, puisqu'il y a des bonnes choses à prendre chez ADA et chez la RG2A qu'il faudrait voilà, fusionner pour en avoir qu'une seule in fine qui répondent à l'accessibilité au niveau mondial. Après, ça engendre plein de problématiques, mais qui sont des problématiques à cause de certaines normes culturelles, en fait, qui peuvent engendrer des conflits, en fait, dans la façon dont on va rendre les choses accessibles. On passe encore à la slide suivante, s'il vous plaît, la 7. Merci. Je vous parlais de sanctions et conséquences. Donc, comme je vous ai dit, depuis le 1er janvier, nous, au niveau collectivité territoriale administrative, on est dans l'obligation de répondre à une conformité d'accessibilité. Il faut savoir que la sanction financière en France pour les collectivités peut aller jusqu'à 50 000 €. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de cas. Heureusement, on nous laisse le temps de nous adapter. Je vous montrerai après un plan de conformité d'accessibilité. Mais faut savoir que aux États-Unis, en fait, les sanctions, elles existent déjà et elles tombent. Et pour la France et l'Europe, en gros, pour le privé, on laisse jusqu'à 2025. Et après, l'Europe va s'attaquer justement au privé. Alors, dans quel cadre? Je ne sais pas exactement vous le dire. Je ne suis pas au Conseil européen, mais l'idée, c'est sûrement tout ce qui vont être services numériques qui vont devoir être en priorité, un peu comme aux États-Unis finalement, qui vont devoir être en priorité conformes au niveau accessibilité. Alors on peut voir un petit exemple de page d'accessibilité sur la conformité au niveau web. Donc là, je veux bien que vous mettiez la page Agir pour la transition écologique. Ouais, super. Donc en fait, comme je l'ai dit, nous au département, on est dans ce travail-là, on s'est fait accompagner par une entreprise spécialisée, on est en train de retravailler nos sites pour les rendre accessibles. Et en fait, en attendant de pouvoir les rendre conformes, donc là on est encore en train de rédiger ce document-là, mais cet exemple est vraiment très bien fait. On peut sur notre site ajouter une page donc accessibilité de non-conformité. Et en fait, ça va être une déclaration complète. On va avoir un schéma pluriannuel qui va expliquer les différentes mesures que l'on va mettre en place au long des 3 à 5 prochaines années pour résoudre les problèmes qui ont été identifiés. Un plan d'action sur l'année en cours.
donc pour dire ce qui va être fait ou ce qui a été fait sur l'année en cours au niveau accessibilité sur le site. Et après, donc là, on peut voir état de conformité. Donc en fait, c'est il y a un audit qui est fait sur le site et cet audit se base sur une quinzaine de pages qui sont prises, certaines sont définies, une partie est aléatoire. L'audit est effectué, on liste tous les points qui sont conformes en cours de, enfin non applicables ou conformes ou non conformes, et ensuite on a un tableau récapitulatif de ce qui va et ce qui ne va pas. Et là, par exemple, dans l'exemple de Agir pour la transition, on voit que 49% des critères RG2A sont respectés et que le taux moyen de conformité du service en ligne est de 64%. Il faut savoir que atteindre 100% en termes de conformité, c'est très compliqué. Plus vous avez un site qui va être volumineux, avec de l'information, avec du fonctionnel, plus vous aurez du mal à atteindre le niveau de conformité maximal. Et on ne demande pas, en fait aujourd'hui, la RG2A et la loi ne demandent pas d'être à 100% accessible, mais de respecter un niveau et surtout de s'engager à travers un schéma pluriannuel ou des plans d'action sur chaque année. Donc voilà, là, il est bien fait. Ils sont tout à fait transparents dans ce qui va et ce qui ne va pas. Ils parlent de leur technologie utilisée et aussi de comment ils ont effectué les tests. Ça, c'est vraiment vers ce vers quoi il faut tendre quand on se soucie de l'accessibilité. Même si le site n'est pas conforme, avoir ce genre de page, c'est aussi un gage de confiance et de, et de respect en fait envers les personnes qui sont en situation de handicap, puisque ça, c'est une des pages qu'ils vont aller voir tout de suite pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur le site pour éviter de perdre du temps en fait dans leur navigation. Alors ensuite, des exemples, je vous ai dit. Alors au niveau exemple, je vais pas citer d'entreprises qui ont été pénalisées, mais en fait, déjà en France, il y en a pas, comme je vous ai dit, mais aux États-Unis, en 2023, alors juste avec UsableNet, donc qui est une société qui a un outil d'audit d'accessibilité, ils ont référencé 3086 poursuites fédérales et 1519 poursuites d'État, ça ce qui en fait 4605. Donc ça, c'est des entreprises qui ont été pénalisées en fait pour non-conformité d'accessibilité. Et il y a un deuxième outil, Accessibility, toujours aux États-Unis, hein, qui lui en référence à peu près 2000 de plus. Donc on est sur 6005 pour arrondir les chiffres, entreprises juste en 2023. À savoir que, donc comme je vous ai dit, on n'y est pas encore en France, mais ça va très certainement arriver. Donc plus vite on va anticiper ça et plus vite on sera tranquille. Donc l'accessibilité, les 4 principes. Alors les 4 principes, c'est perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. On va les détailler un par un et vous allez voir, ça devient tout à fait logique. Donc le principe perceptible, l'objectif, c'est d'assurer que tout le contenu informatif soit visible, et si ce n'est pas le cas, qu'il y ait des alternatives fournies, donc comme par exemple les descriptions textuelles pour les images ou des transcriptions pour les vidéos. Pour toujours perceptible, hein, je vous donne d'autres exemples avec les couleurs et les contrastes ou les tailles du texte. Couleurs, contrastes, en fait, vous devez respecter un certain ratio. Par exemple, pour un texte de corps, donc le texte qui va faire une description, par exemple, le ratio doit être de 4,5. Alors, comment on calcule le ratio? Je vous montrerai tout à l'heure avec l'outil Contrast Checker. En gros, on va prendre la couleur du texte, la couleur de fond du texte, et un calcul est effectué, ça génère une note. Donc là, il faut avoir minimum 4,5 pour être en double A, et il faut minimum 7 pour être en triple A. Et en fonction de la taille du texte, le ratio n'est pas le même. Donc pour un titre, par exemple, ou un texte qui va avoir une taille qui va être au moins 120% supérieure à la taille du texte du corps, le ratio, il est plus de 4,5 pour le double A, mais de 3. Donc
Ça, ce sont des choses qu'on a dans les RG2A, hein. Tout est écrit blanc sur noir. Et avec les outils à côté, on va, pendant la phase de conception, regarder tout ça pour s'assurer que nos couleurs correspondent et donc qu'elles soient accessibles. Donc ça, c'est le principe perceptible. Deuxième principe, c'est utilisable. L'objectif, c'est que ce soit facilement utilisable par tous, que ce soit les menus de navigation, les formulaires, la lecture de vidéos, la lecture de vidéos ou de fichiers audio ou tout autre type d'utilisation que vous pouvez avoir. Donc, il faut évidemment que toutes les fonctionnalités soient accessibles au clavier, puisque le clavier reste un outil indispensable dans l'accessibilité, même s'il existe des claviers qui vont être entièrement adaptés. Et il faut aussi que les temps de réponse des éléments interactifs soient rapides. Alors, rapide, ça veut dire quoi? C'est toujours plus ou moins compliqué à définir, puisque la perception du temps est relative. Mais en gros, il y a une petite règle où on va dire en dessous des 200 millisecondes, c'est très rapide, et en dessous des 400 millisecondes, on est dans un temps de réponse qui est rapide, correct. Donc évidemment, il existe des outils adaptés, hein, qui vont permettre des navigations particulières. Mais bon, là, on est dans un autre dérivé de l'utilisable. Donc compréhensible. Compréhensible, il faut que la structure de vos documents ou de vos sites soit logique et claire. Donc c'est un travail à faire en amont. Je vais prendre l'exemple d'un document Word. L'objectif d'un document Word, c'est de bien mettre vos titres dans le bon ordre et d'essayer de décomposer au plus possible vos informations pour les chapitrer, etc. Pourquoi ça a une importance? Parce que les personnes en situation de handicap peuvent faire une navigation titre par titre, par exemple. Donc, elles peuvent zapper le contenu qui ne les intéresse pas ou qui ne les concerne pas avec une navigation titre par titre. Si votre navigation est mal faite au niveau des titres ou si votre schéma est mal fait au niveau des titres, la personne va se retrouver perdue et du coup ne plus comprendre où est-ce qu'elle se trouve dans le document. Donc il faut vraiment faire attention à ça et pareil, de toute façon, tout se pense en amont. Toujours dans compréhensible, je vais prendre l'exemple d'un formulaire. Le formulaire renvoie une erreur parce que, je ne sais pas moi, vous avez oublié de mettre votre nom dans le formulaire. Eh bien, quand on affiche l'erreur, il faut que l'erreur soit explicite et qu'elle soit le plus claire possible. Donc on évite d'utiliser des langages type de l'argot ou du langage qui soit un peu trop familier et qui ne soit pas forcément compris de tous. Et en fait, le dernier principe, donc, c'est la robustesse. Donc là, faut que, donc, c'est un peu logique, mais il faut que le contenu soit compatible du coup avec les technologies actuelles, comme des lecteurs d'écran par exemple, et des technologies futures. Alors quand je dis technologies futures, c'est un peu difficile à imaginer, mais en fait c'est surtout dans l'idée de dire qu'il ne faut pas utiliser des technologies qui soient presque à l'état d'obsolète. Il faut, pour que ce soit accessible, hein, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, aujourd'hui, vous n'allez pas mettre une vidéo YouTube sur une cassette vidéo, par exemple. Ça marcherait pas très bien. Toujours sur le principe de robustesse, donc des standards ouverts. Donc, standards ouverts, ça veut dire qu'ils sont adaptables à des nouveaux appareils ou à des technologies. Donc par exemple, pour le web, on a les spécifications ARIA qui permettent de rendre les sites accessibles, enfin certains éléments des sites accessibles. Et ça, donc c'est un standard du coup qui peut être réutilisé par de nouvelles technologies pour interpréter le site.
Donc, pour résumer les 4 principes de l'accessibilité, donc perceptible, utilisable, compréhensible, robuste. L'objectif, c'est d'avoir, de respecter ces 4 principes-là, donc de s'assurer en fait qu'à chaque fois que l'on va faire quelque chose, on réponde à ces principes. Alors, chaque chose ne va pas inclure les 4 à chaque fois. Il y a des interactions entre les principes, mais vous pouvez les avoir aussi de manière séparée. Ce qu'il faut, c'est toujours garder ça en tête pour savoir si on répond en fait vraiment à la problématique d'accessibilité. On le voit très vite. Encore une fois, hein, dans le cas d'un formulaire, vous avez donc si le formulaire est perceptible, vous le voyez. Si l'utilisateur peut naviguer dedans avec le clavier, donc le formulaire va être utilisable, à condition bien sûr d'avoir une bonne navigation. Si c'est pas le cas, ben, vous excluez toutes les personnes avec des handicaps moteurs. Vous avez ensuite les indications que vous allez donner à votre formulaire, si elles sont claires, donc la compréhensible. Et puis, ben, voilà, vos messages d'erreur aussi, donc faites attention. Le message d'erreur doit être le plus clair et le plus simple possible. Et ne pas oublier d'indiquer, par exemple, toujours dans les formulaires, d'indiquer le format. Si vous avez des formulaires de type date, pensez au format de date, parce que dans certains cas, la date va pas avoir va pas avoir le même format qu'on l'écrive en façon britannique ou façon française. Le mois est inversé par rapport au jour, etc., etc. Côté asiatique, ils mettent l'année avant. Enfin voilà. Donc pensez à toujours indiquer, soit donner le plus d'indications possible dans ce que vous faites. Et plus vous serez précis, plus vous tendrez vers l'accessibilité. Alors un point qui fait souvent débat, qu'on entend souvent aussi, c'est un document, un site qui est accessible, c'est moche. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, si j'avais une interaction directe avec vous, je vous poserais la question à main levée. Bon, comme je vous pose la question, vous pouvez vous imaginer que la réponse, c'est que ce ne sont que des préjugés, puisque l'accessibilité, donc, bon, bien sûr, la beauté, c'est subjectif, il y a quand même quelques critères. L'accessibilité ne fait pas forcément faire des sites qui sont moches. On prendra tout à l'heure les exemples avec les sites d'Apple et d'Airbnb. Sont des sites qui sont très propres, qui sont visuellement intéressants et plutôt jolis à regarder, et qui sont en plus accessibles. Alors on n'est pas à 100% d'accessibilité, mais ils ont un très très bon taux d'accessibilité. Ce qui va être important avec l'accessibilité au niveau du design, donc dans le design, je ne vais pas vous faire je vais pas vous faire un cours sur le design, mais vous avez deux grands points au niveau, en tout cas au niveau numérique, c'est l'UI et l'UX. L'UI, c'est la partie interface graphique avec vos boutons, vos formes, voilà, vos liens, etc. Et la partie UX, donc c'est l'expérience utilisateur. En se concentrant sur l'accessibilité avec cette partie UX, vous allez réfléchir différemment vos processus de navigation, par exemple, vos tunnels de conversion pour les sites e-commerce. Et du coup, vous allez rendre plus robuste en fait ces parcours utilisateurs, et le fait que vos sites soient accessibles et que votre design en soit renforcé, ça va être un facteur de qualité. Vous allez augmenter en fait le facteur pas conscience, mais confiance de votre site. Et du coup, bah, côté marketing, ça n'a que des bénéfices. Donc, si on prend par exemple les sites d'Apple et de Airbnb, je veux bien, en régie, s'il vous plaît, qu'on switch sur Apple et Airbnb rapidement. Vous allez voir que les propos s'illustrent, alors sauf si vous aimez pas les designs, mais là je reviens sur les notions de subjectivité. Voilà, donc là on a quelque chose qui est vraiment propre, épuré, accessible,
Et on a toutes les informations dont on a besoin, donc vous pouvez scroller un petit peu pour descendre. Merci. On peut switcher vite fait sur Airbnb. Toujours pareil, c'est propre, c'est épuré. Donc attention, hein, je dis épuré aussi à chaque fois, ça ne veut pas dire que accessible, c'est forcément un site épuré. Non, là je vous prends deux exemples de gros sites qui sont connus, qui ont beaucoup de fonctionnalités, voilà, qui ont des choses et qui ont choisi. C'est un choix de faire un design minimaliste, hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller sur ce genre de design pour que ce soit accessible. Si on prend aussi donc toujours avec Apple et Airbnb, eux, ils sont fortement engagés dans l'accessibilité depuis déjà un moment. Vous avez normalement en régie des pages Apple Accessibility et Airbnb Accessibility, où en fait, voilà, on va présenter euh, Apple, voilà, vous présente tout ce qu'il fait au niveau accessibilité avec l'utilisation de ses appareils. Alors là, c'est pas sur le site, c'est au niveau de ses appareils. Donc c'est une entreprise qui est bien engagée dans l'accessibilité. Moi, j'ai un exemple très proche avec ma grand-mère, hein, qui utilise le VoiceOver d'Apple, donc qui est le synthétiseur vocal depuis des années, qui en a essayé d'autres et qui reste chez Apple. Pourquoi? Parce que pour le coup, c'est les meilleurs sur ce point-là. Et Airbnb qui s'engage aussi avec des logements accessibles. Donc là, on sort un peu du côté numérique, mais leur réflexion va plus loin que simplement être un service de location de logement. Ils proposent aussi, du coup, toute une section accessibilité et ils sont en toute transparence sur la façon dont ils étudient l'accessibilité des logements qu'ils proposent. Et ça, c'est intéressant comme démarche parce que, du coup, vous allez donc forcément toucher plus de clients potentiels, mais vous montrez aussi une marque d'engagement envers vos utilisateurs. Et donc là, après, voilà, vous pouvez avoir des résultats mesurables en fonction de ce que vous faites pour vérifier votre croissance sur ce genre de point. Au premier, entre esthétique et fonctionnalité, donc évidemment, vous ne pouvez pas tout faire en termes de design si vous voulez être accessible, mais vous n'êtes pas obligé non plus de sacrifier tout votre design pour l'accessibilité. Ce qu'il faut de toute façon aujourd'hui, ça va être de prioriser l'expérience utilisateur et surtout de faire beaucoup de demandes en fait de retour utilisateur. Alors soit avec des tests, il existe des outils de test automatisés déjà pour un premier niveau, soit en utilisant pardon, j'ai perdu le mot, soit en utilisant un groupe de personnes test type qui répond à vos personas pour avoir vos retours. Et puis ensuite, une fois votre site en ligne ou vos documents en ligne ou vos supports numériques en ligne, avoir le retour de vos utilisateurs finaux. Et donc de les prendre en compte pour essayer de s'améliorer toujours. Donc ça, c'est pas valable que pour l'accessibilité, évidemment, mais dans le cas de l'accessibilité, vous pouvez faire un panel d'utilisateurs qui soit en situation de handicap pour améliorer vos feedbacks. Donc après, il y a des sites aussi où je vous dis, on n'est pas toujours obligé on n'est pas toujours obligé de sacrifier le design. Il y a des sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver d'autres sites qui, eux, font pas toujours attention à l'accessibilité et qui vont vous proposer des designs beaucoup plus concept. Et voilà, donc je prends par exemple l'exemple de FWA, Favorite Website Award ou le site Award, qui sont des sites sur lesquels on peut venir présenter un site conceptuel que l'on a fait et voilà, après il y a toute une sorte de vote de la communauté pour savoir si on a gagné au niveau, enfin il y a différents critères, mais bon, on sort un peu du cadre. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et puis vous amuser à voir si le site est accessible ou pas. Donc ensuite, un point qui est important, qui est intéressant aussi, c'est comment intégrer l'accessibilité numérique dans un processus de conception. Ça peut paraître compliqué parce que déjà, il y a 106 critères au niveau de la RG2A. Donc on va se dire, ok, il faut les apprendre par cœur, puis après, voilà. Non, non. Il y a des façons de faire qui permettent de simplifier la vie, même si à un moment donné, faut quand même avoir les 106 critères quelque part pour pouvoir faire un check.
Donc, l'intégration doit se faire dès la phase de conception. Pourquoi? Bah, déjà parce que ça doit être une priorité, ça va vous aider, dans le processus de conception sur plein de points et ensuite ça va vous éviter des modifications après coup qui peuvent être très coûteuses. Je vais vous donner un exemple, simple. Dans un cadre d'un projet, on était parti sur des boutons, de choix qui étaient en fait des boutons de sélection, type, case à cocher. Sauf que au niveau accessibilité, ça ne marchait pas, donc on a dû tout refaire pour en faire des vrais boutons et derrière, ça fait changer le fonctionnel, ça fait changer après il faut refaire des tests et cetera, donc on a repassé, 3-4 jours, à refaire ça, donc 3-4 jours en temps homme, ça coûte un certain voilà, ça coûte de l'argent. Donc, les modifications liées à l'accessibilité peuvent engendrer de forts coûts, donc il faut les prendre dès le début si vous avez des nouveaux projets. Ben, pensez-y dès maintenant, ça vous évitera des surcoûts plus tard. Ce qu'il faut, donc, c'est une approche basée donc, sur l'utilisateur. Donc, comme je vous ai dit, il ne faut pas hésiter à prendre des personnes qui sont en situation de handicap dans vos processus de conception, comme vous pourriez le faire dans vos demandes de retour d'expérience. Ça va vous permettre deux choses. Bah, la première, c'est de mieux comprendre les besoins de ces personnes-là, parce que quand on n'a pas forcément l'habitude de travailler avec ces gens-là, ben, on ne comprend pas trop leurs problématiques, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Et puis, ben, mieux comprendre les besoins, c'est le deuxième point, c'est du coup de mieux y répondre en fait. Donc, nous au département, on a la chance, entre guillemets, parce que bien évidemment je ne le souhaite à personne, d'avoir des personnes qui peuvent nous aider pour travailler sur ces points-là. Donc il existe des outils pour la conception. Je vais parler d'outils pour les designers, pour les développeurs. Au niveau designer, donc pour ce qui est Figma ou Sketch, qui sont des outils sur lesquels on crée les designs, vous avez des plugins d'accessibilité qui existent et qui vont vous permettre par exemple, des plugins pour vérifier si vos couleurs sont accessibles, si les contrastes sont bons, si les tailles de police sont OK, etc. Donc, vous avez toute une page pour Figma, c'est Figma Accessibility Tools, où dedans vous avez tous les plugins d'accessibilité, et même chose sur Sketch. Voilà. Vous avez aussi des outils de design inclusif. Donc là, ce sont des outils physiques, donc qui vont, comme des lunettes par exemple, qui vous permettent de simuler des types de vues, ou alors des gants qui permettent de restreindre la motricité et du coup de se mettre un peu dans la peau de ces personnes-là qui ont ces handicaps et de comprendre un peu ce qu'ils ressentent et du coup de répondre aux problématiques. Toujours pour les concepteurs, vous avez des outils externes comme Contrast Checker qui permettent de vérifier les contrastes de couleurs. Pareil, voilà, il y a vraiment tout un tas d'outils qui existent aujourd'hui et en fait, on est bien avancé côté accompagnement et accessibilité. Pour le prototypage, toujours avoir des personas du coup avec des handicaps. Alors un persona, c'est quoi? Ça va être une fiche profil de votre cible potentielle sur vos projets. Et l'idée, c'est d'inclure en fait dans ces fiches-là des personas avec des handicaps. Comme ça, quand vous allez concevoir et imaginer vos projets, vous allez pouvoir prendre en compte le handicap. Et bien sûr, la meilleure chose pour répondre aux problématiques, c'est de toujours tester avec des utilisateurs en situation de handicap. Pour le développement, il y a des best practices, donc des façons de faire déjà du code à respecter, donc qui permettent de répondre à l'accessibilité en utilisant donc les balises ARIA, en faisant du HTML sémantique, en ayant une certaine structure de code qui soit
correct au niveau accessibilité. Voilà, donc ça, c'est plus vraiment pour les développeurs. Si si certains mots ici, vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le code, la façon de faire du code va aussi aider à l'accessibilité. Vous avez donc des tests aussi qui permettent de vérifier du coup le résultat, hein. Vous avez des outils donc pour les utilisateurs NVDA par exemple, qui est un outil, une liseuse automatique. Donc en gros, quand on l'utilise, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure. Quand on l'utilise, ça va permettre de simuler en fait une personne qui lit ce qu'elle voit à l'écran et dans le code, on va pouvoir ajouter des informations pour que le lecteur, enfin la liseuse NVDA puisse les prendre en compte et donner l'information, la retransmettre à l'oral, à la personne qui l'utilise. Donc l'accessibilité, c'est aussi à prendre en compte dans les tests, hein. Il faut le faire régulièrement et quand on fait une mise à jour ou une maintenance, bah, du coup, il faut également repenser à si nos critères d'accessibilité ne sont pas compromis. Autre chose, c'est souvent, c'est souvent un débat, les designers d'un côté, les développeurs de l'autre, mais dans le cadre de l'accessibilité, on avance ensemble et on travaille vraiment ensemble, puisque en fait, il y a certains éléments qui vont être nécessaires à reporter d'un métier à l'autre, et il faut avoir les mêmes infos et la même base pour qu'on puisse travailler correctement et qu'on ne compromette pas l'intégrité de l'accessibilité du projet. Donc, il y a tout un tas de documentation, hein, qui existe. Je vous en ai montré un petit peu avec déjà les critères de référentiel du RG2A. Après, ce qui est important, c'est de continuer à se former. Vous avez un autre site aussi, alors on va le montrer, enfin on montrera à la fin si on a le temps, mais c'est Accès de Web, donc ACCEDE Web, qui référence en fait des notices aux différentes étapes du projet, pour les différents acteurs d'un projet, et qui résume, c'est une sorte de plein de petites checklists de ce qu'il faut faire aux différentes étapes d'un projet pour prendre en compte l'accessibilité dans la conception du projet. Donc c'est vraiment très pratique et c'est une très très bonne référence à avoir quand on fait de la conception de projet et qu'on veut prendre en compte l'accessibilité. Alors dans les outils, là on va pouvoir s'arrêter sur Contrast Checker. J'aimerais bien qu'on aille faire un tour dessus pour vous montrer. Donc les plugins Figma ou Sketch, il faut aller sur la bibliothèque de plugins. Donc ça, les designers connaissent bien. Et pour Contrast Checker, n'importe qui peut le faire. Donc c'est un site qui est disponible en ligne. Voilà, donc WebIM, Contrast Checker. En gros, si on descend un tout petit peu, vous avez la couleur de premier plan, donc foreground. Donc là, vous mettez la couleur de texte, par exemple. Donc là, on est sur un texte qui est plutôt bleu. La couleur background, donc là, on serait sur un arrière-plan blanc. Et en dessous, vous avez le ratio. Donc là, 8,59. Donc 8,59, on est au-dessus de 7, qui est la note à avoir pour du AAA sur du texte de corps. Et juste en dessous, vous pouvez voir en fait si les tests sont passés. Vous avez normal text, donc c'est le texte de corps, AA c'est passé, AAA c'est passé, large texte, donc c'est les plus de 120%, même chose. Et en fait, si vous vous amusez à changer les couleurs, le ratio va changer et ensuite, ça va vous dire si vous passez le AA ou le AAA. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez le faire vous pouvez déjà le faire avec vos sites, avec vos documents aussi. Si vous avez des documents PDF, vous pouvez vérifier si les couleurs sont bonnes ou pas. Donc c'est assez facile à utiliser. Pour les développeurs, en outils, donc on a vu, il y a une certaine façon de faire le code, il y a la structure de code, etc. Mais vous avez des outils qui existent, notamment des outils de linting, pardon, je bug, de linting pour l'accessibilité. Donc c'est des outils qui vont vous permettre de
ça passe dans le code et ça le remet correctement pour qu'il soit conforme à accessibilité. Il y a aussi des audits d'outils automatiques avec Lighthouse et Axcore. Donc Axcore, c'est une extension qu'on peut ajouter sur Chrome et je crois sur Firefox aussi. Et en fait, ça vous fait un petit rapport de ce qui est bon dans votre code ou pas. Donc pareil, c'est assez pratique à utiliser. Pour les utilisateurs finaux, vous avez donc les lecteurs d'écran comme NVDA ou VoiceOver pour chez Apple, et des outils plus classiques comme la Loop sur Windows ou autre. Et après, on peut aussi utiliser des outils, des applications qui vont modifier les contrastes pour s'assurer de toujours voir les couleurs. Pour les utilisateurs finaux, donc là, ça c'était des outils que eux peuvent avoir à disposition, mais ce qu'ils ne peuvent pas avoir à disposition, c'est des sous-titres sur les vidéos ou des descriptions audio. Donc ça, c'est à nous en tant que concepteurs de les mettre en place et de penser à eux pour ça, ou des outils donc des outils de lecture facile. Donc il existe aussi par exemple sur Safari, vous pouvez mettre la page en mode lecture. Alors je sais plus exactement comment s'appelle ce mode. C'est un mode lecture et en fait ça enlève toutes les images, tout ce qui est un superflu et du coup vous avez une sorte de page où il ne reste plus que le texte et l'information essentielle. Des outils d'évaluation d'accessibilité, donc toujours avec Lighthouse, vous pouvez, donc là, en gros, vous prenez un site, vous le passez dans l'outil et vous avez un petit rapport qui vous est fait et qui vous identifie. Alors, correction des erreurs, c'est à vous de les faire évidemment, mais qui va vous identifier la liste des erreurs et ce qui fait que votre site n'est pas forcément accessible. Et donc enfin, hein, je rappelle, toujours récupérer les retours utilisateurs, puisque c'est finalement le meilleur outil pour vérifier son accessibilité et savoir ce qu'il faut améliorer pour eux. Alors on va passer à la dernière phase, la petite phase de conclusion. Pour résumer au niveau avantage, donc l'avantage d'inclure l'accessibilité dans vos projets, c'est une amélioration de l'expérience utilisateur. Vous prenez aussi du coup en compte les gens, donc vous augmentez votre facteur confiance de votre site. En augmentant ce facteur confiance, vous avez une meilleure réputation et une meilleure image de marque. Il faut savoir aussi que l'accessibilité va avoir un impact positif, même s'il est transparent sur le SEO, à deux trois exceptions près que j'ai plus trop en tête, mais quand on avait fait nos audits, on s'était aperçu que ça marchait pas trop, mais c'était vraiment spécifique. Pour les inconvénients, évidemment, c'est des coûts qui vont être un peu plus élevés puisque du coup, vous allez rentrer dans un processus où vous allez inclure des étapes en plus. Ça demande une certaine expertise. L'accessibilité numérique aujourd'hui, alors je vais dire compliqué, c'est pas le mot, mais c'est complet en fait. Le sujet a été déjà traité depuis 2005, hein, la première loi, mais on s'y intéresse depuis bien avant. Donc voilà, c'est complet. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc l'idée, c'est de se faire accompagner. Donc c'est aussi pour ça que ça augmente les coûts. Et un autre inconvénient, c'est que c'est constant en fait. Les technologies évoluent, les façons d'utiliser évoluent, les choses évoluent. Enfin voilà, il y a plein de choses qui évoluent. Donc du coup, ça engendre des évolutions constantes et du coup une mise à jour des connaissances qui est constante. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours évident d'arriver à suivre. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui se faire accompagner, au moins au début, pour pouvoir se lancer dans une conformité à l'accessibilité. Je vais vous laisser avec une dernière image qui pour moi résume absolument tout. Donc sur la gauche, vous avez l'égalité. Donc l'égalité, si on donne la même chose à tout le monde, mais on voit que tout le monde ne va pas en bénéficier de la même façon. L'équité, donc par compensation. Donc là, on s'intéresse aux gens, mais on va leur donner des outils pour qu'ils puissent bénéficier du spectacle là. Et ensuite, vous avez l'équité par l'accessibilité. C'est pas les gens sur lesquels on va agir, mais c'est sur les outils. Plutôt que d'avoir une palissade qui masque la vue, on mettra un grillage qui permettra la vue à tous et qui gardera la même fonction que la palissade, c'est-à-dire délimiter le terrain.
Donc voilà, vous pouvez, je trouve que cette image, elle est bien représentative, c'est que l'accessibilité, finalement, c'est adapter nos outils à notre public. Et je vais vous laisser sur ça. Je vais prendre toutes les questions et réponses qu'il y aura et essayer d'y répondre le mieux possible. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Merci beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, on va passer aux questions. Donc, on a eu beaucoup de questions. Certaines questions ont eu des réponses, mais pourquoi pas redire un petit peu pour refaire le point. Bien sûr. Donc, première question, quel impact a la mise en conformité sur le développement web? Eh ben, Temps, coût? du temps en plus. Et puis, apprendre pour les développeurs, c'est apprendre les bonnes pratiques. Aujourd'hui, elles ne sont pas connues de tous. C'est normal, hein, pas forcément, tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à ça. Donc, c'est de la formation pour les développeurs et puis c'est du temps en plus au niveau du développement, même si c'est pas non plus, en termes de développement pur, c'est pas non plus énorme en vrai. Eh bien, pour la seconde question, existe-t-il des solutions pour rendre accessible une conférence en direct comme celle-ci aux personnes sourdes? Car par exemple, on a eu cette remarque-là dans nos commentaires. Sur YouTube, pour ce live, l'option de transcription automatique n'est pas activée. Ouais. Alors même les outils de transcription ou de sous-titrage automatique aujourd'hui sont pas très fiables parce que ça va dépendre de tellement de choses, du bruit ambiant, de la façon d'articuler. Enfin voilà, ça m'est arrivé de bégayer sur certains mots, certaines phrases. Donc c'est pas des outils qui sont fiables. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'outil qui soit vraiment parfait pour ça. Le mieux pour une conférence comme ça, c'est de générer une transcription post-conférence et de la mettre à disposition, ou alors de décrire les sous-titres et de mettre à disposition la vidéo en ligne dans un second temps. Mais pour du direct, c'est compliqué. Après, les IA, alors c'est un autre sujet hein, sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais les IA vont aider en ce sens dans les années à venir, c'est sûr. Super. Pouvons-nous faire un audit d'accessibilité seul ou doit-on obligatoirement passer par une agence spécialisée? Alors ça, c'est une bonne question, puisque alors pour avoir un bon audit, le mieux, ça va être déjà de commencer par passer par une agence qui est experte en ça. Il y en a quelques-unes en France. Nous, on s'est fait accompagner par une de ces agences-là. On est très content du résultat, mais il faut savoir que pour un contre-audit, on peut le faire en interne. Voilà. On n'est pas obligé de repasser par une agence. Après, encore une fois, la page que je parlais, qui est la page de déclaration d'accessibilité, de toute façon, va retransmettre finalement le résultat de l'audit. Donc, à aucun moment il s'agit de tricher ou quoi que ce soit, parce que c'est un peu comme ça que ça peut être perçu, mais à aucun moment il s'agit de tricher. Le but, c'est d'être justement le plus transparent possible pour indiquer ce qui fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est pas un crime que de pas être accessible. Donc, donc voilà, voilà l'état réel des choses aujourd'hui sur ce sujet. La prochaine question rejoint un petit peu ta réponse. Qui certifie l'accessibilité d'un site web en France? Bah, quelque part, c'est la RG2A en fait. Ça va être les 106 critères de la RG2A. Alors, c'est pas eux qui vont le faire directement, mais au travers des audits, on va justement établir le fait que le site répond aux critères ou pas. Et en fonction de cette conformité ou de cette non-conformité, eh ben, finalement, on va pouvoir certifier que le site est accessible ou pas. Alors, un site web accessible est-il mieux référencé sur les moteurs de recherche? Alors, comme je disais, par effet ricochet, en fait. Le fait de penser son UX, le fait de penser son UX pour que ce soit accessible va rendre déjà la navigation et l'expérience utilisateur bien meilleure pour tout le monde. C'est avéré. Et en fait, intégrer de l'accessibilité au niveau du code, etc., va améliorer le SEO. Donc par ricochet, oui, c'est mieux pour le référencement.
Alors, l'ajout d'un plugin d'accessibilité avec contraste élevé, taille de typo plus importante, etc., suffit-il à être plus accessible? Alors pour répondre à la question, pragmatiquement, c'est oui. Pour, un peu plus de détails, non. Il faut encore une fois se référencer aux 106 critères du RG2A parce que l'accessibilité, ce n'est pas qu'une question de couleur ou de taille de typo. C'est évidemment plus compliqué que ça. C'est juste qu'il y a des outils qui sont pratiques sur ça et que c'est des exemples que j'ai beaucoup utilisés parce qu'ils sont faciles à représenter. Alors, les best practices pour la phase de test, parce qu'apparemment c'est passé assez rapidement, est-ce que les spectateurs peuvent avoir un petit peu plus de détails? Bah, c'est du code alors, est-ce que si on commence à parler, code pur, ça va vraiment être compréhensible par tout le monde? Hem, Best practice, en gros, c'est quoi? C'est que, aujourd'hui, donc, je vais parler que HTML, donc qui est un langage, de donc c'est un langage de description, c'est pas un langage de programmation. C'est ce qui permet en fait d'afficher les pages web telles que les utilisateurs finaux les voient, avec en plus, le CSS qui lui va être le langage de style. Donc qui va permettre de mettre, en forme ce que l'utilisateur, voit. Donc c'est le CSS qui va définir les couleurs et cetera. Mais dans le HTML, on va déjà pouvoir commencer à construire la structure de la page. Et pour construire cette structure, il existe donc des balises HTML qui sont des petits tags avec des mots-clés. Et donc, il y a déjà les balises sémantiques qui sont des balises qui vont indiquer la nature de l'élément qu'on est en train de structurer. Donc, par exemple, pour le menu, on a une balise nav qui va indiquer que l'élément à l'intérieur de cette balise, ça va être un menu de navigation. Donc tous les éléments qui vont être à l'intérieur de cette balise seront considérés par le navigateur comme étant un menu de navigation. Et du coup, par ricochet, par les lecteurs d'écran comme NVDA, comme un menu de navigation. Donc en fait, il faut écrire du code. Voilà, ça c'est une première chose. Il faut écrire du code qui soit sémantiquement correct. Et après, il y a les spécifications ARIA qui sont un ajout supplémentaire où on va venir ajouter des informations, par exemple textuelles sur une image pour décrire l'image. Alors il y a l'attribut alt qui permet de faire ça, mais l'ARIA label va être beaucoup plus précis et on va pouvoir l'utiliser à d'autres endroits pour que les lecteurs d'écran puissent comprendre ce que c'est, par exemple, quand on est sur un bouton, pour comprendre que bah, ça, c'est un champ de recherche, que ça, c'est un bouton pour accéder au formulaire, que ça, c'est un bouton pour envoyer le formulaire de contact, etc., etc. Donc, dans le code, on va ajouter ce genre d'éléments qui vont permettre de décrire un petit peu le code, qui va être retranscrit après au lecteur d'écran et qui va permettre une meilleure utilisation du site pour une personne en situation de handicap qui utilise ce genre d'outil. J'espère que c'était assez clair. Merci. Dans le cadre d'une entreprise, la mise en accessibilité d'un service numérique peut-elle faire partie d'une politique RSE? Dans le cadre d'une entreprise, moi, la politique RSE, c'est pas du tout mon domaine. Heu, je vais zapper cette question pour pas dire de bêtises. Ok. Quelle serait la différence de temps entre la réalisation d'un site web classique et un plus accessible? Hem, Du moins le plus accessible possible. Impossible de répondre à cette question parce qu'il y a pas un projet qui va être pareil et même je peux pas donner de pourcentage de temps que ça ajoute parce que ça dépend jusqu'où on va au niveau de l'accessibilité, ça dépend de quel processus on met en place dans sa conception de projet, ça dépend de si on utilise un tel ou tel CMS ou si on fait le code de zéro. Enfin, en fait, il y a trop de variables pour pouvoir vraiment donner un temps en plus. Le temps, il peut être donné lors de l'étude de la conception du projet. Et là, on va pouvoir vous dire, ben, pour inclure l'accessibilité, on va rajouter à peu près tout ce temps-là par rapport à votre projet. Et enfin, pour le moment de la dernière question,
Est-ce que l'utilisation du FALC, donc facile à lire et à comprendre, est un critère obligatoire pour rendre un site web accessible, selon les normes en vigueur? Alors, je veux pas dire de bêtises, mais pas à ma connaissance. Bon, je ne connais pas les 106 critères par cœur, évidemment, hein, quand on a besoin, on est dessus, mais j'ai pas souvenir d'avoir ça en tête. Enfin, avoir ça, d'avoir lu ça dans les critères qui étaient exigés par la RG2A. Eh bien, nous n'avons plus de questions, donc merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Et merci beaucoup Yanis pour cette conférence. Eh bien, merci à vous. Et on se dit à bientôt pour la suite de la rentrée digitale. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée!